Bonjour à tous, c'est Antoine. Les sorties récentes de Godzilla Minus One et de Godzilla Cross Kong nous ont amené à pas mal parler de grosses bébêtes et du genre du kaiju Eiga, le film de monstres japonais. Du coup, j'y ai vu l'occasion de vous parler enfin d'un film très cher à mon cœur et trop incompris à mes yeux, Pacific Rim. Vous connaissez mon sens de l'emphase, alors je vais pas y aller par quatre chemins. Pacific Rim est pour moi un sommet de blockbuster, et même, j'ose le dire, l'un de mes films préférés des années 2010, après Mad Max Fury Road. Depuis sa sortie en 2013, je le remate très régulièrement, et le plaisir de visionnage reste intact à chaque fois. Mais en fait, ça va même plus loin, parce que c'est pas juste le plaisir de visionnage qui reste, mais la viscéralité du film, qui me fait trépigner sur mon siège comme un gosse quand, je sais pas, par exemple, le robot géant utilise une péniche comme une batte de baseball pour taper le gros monstre avec. Ah, les plaisirs simples de la vie. Dans la petite mallette du critique de cinéma, viscéral est un mot qu'on emploie parfois à tort et à travers, et que les distributeurs adorent mettre sur les affiches. Mais pour le coup, Pacific Rim est un film vraiment viscéral, à plusieurs niveaux. Non seulement ça prend aux tripes par la minutie de ses scènes d'action, mais ce rapport aux entrailles convoque aussi le réveil d'un inconscient collectif. Et c'est au fond tout le sujet du film. Si j'ai envie d'utiliser cette vidéo pour déclarer tout mon amour envers ce film, c'est parce que Pacific Rim fait partie de ces grands spectacles qui m'ont fait comprendre ce que j'aime dans le cinéma et ce qui fait au passage tout le génie de Guillermo del Toro. Pourtant, je suis toujours surpris par la déconsidération polie à son égard, y compris au sein de cette rédaction qui confirme que mes collègues n'aiment rien. En fait, il y a deux critiques qui m'agacent autour de Pacific Rim. La première, ce serait d'y voir l'un des moins bons films de son réalisateur, comme si Del Toro avait cédé aux sirènes des gros studios hollywoodiens. Alors qu'en vrai, ça reflète surtout un problème de réception un peu ingrat autour du cinéma de Del Toro. C'est quelqu'un qui a une soif généreuse et savante du fantastique et du merveilleux, et qui traite ses thèmes sans aucun mépris pour les genres et leurs codes. Mais pour certains, ça n'a de valeur que quand c'est en langue espagnole et que ça parle du franquisme. Preuve en est avec l'année 2002 où Del Toro enchaîne les sorties de L'Échine du Diable et de Blade 2, deux films perçus à leur sortie comme un grand écart stylistique, alors qu'en réalité, ils sont les deux faces d'une même pièce, qui interrogent à leur manière des mythes et des symboles. Alors oui, ils le font avec des imageries différentes qui puisent dans le film historique, le comic book ou le jeu vidéo, mais c'est toujours en ayant en tête le pouvoir émotionnel de leur imaginaire respectif. Et puis ce serait oublier que Del Toro est non seulement quelqu'un de très curieux, mais c'est surtout un super nerd, et c'est aussi pour ça qu'on l'adore. Mais regardez-le là avec ses yeux tout pétillants en train de faire du shopping à Akihabara, il est trop mignon. Pacific Rim, c'est son bébé, son envie sincère de ressusciter le kaiju Eiga et de le mixer avec une grosse inspiration du côté de la japanimation. J'ai d'ailleurs profité de cette vidéo pour remater Pacific Rim avec le commentaire audio de ce cher Guillermo, passionnant d'ailleurs, et il introduit le film en le présentant comme un projet fait avec amour. Et un peu plus loin, sa note d'intention a le mérite d'être très claire. Avec ce film, je voulais retrouver l'ampleur et le sentiment d'émerveillement que je ressentais en tant qu'enfant, assis dans un cinéma durant les années 60 à voir l'un de ses films. Pacific Rim, c'est un retour assumé à l'enfance. Le plaisir pur et simple de coucher sur l'écran l'imaginaire d'un gamin trop heureux d'entrechoquer ses jouets. Sauf que c'est justement la deuxième critique qui m'énerve sur le film, réduit par certains à un film bête parce que trop simpliste dans son scénario. Ce procès d'intention, on l'a pas mal entendu sur certaines des œuvres les plus fondamentales de ce début de siècle, d'Avatar à Gravity, en passant bien sûr par Mad Max Fury Road. Ce que ça pointe du doigt, c'est le besoin assez gonflant d'une légitimation de l'imaginaire, voire de sa rationalisation pour justifier l'immersion. Et ça explique peut-être pourquoi on se fait autant chier devant la majorité des blockbusters à attendre une heure qu'un méchant débarque ou qu'un super-héros assume son costume et ses pouvoirs, alors qu'on sait pertinemment ce qu'on vient voir. Pacific Rim, au même titre que les autres films que je viens de citer, c'est un film qui ne s'écrit pas par le dialogue, ou la complexité supposée de ces 3000 couches interconnectées de scénario. C'est un film dont la sophistication passe par la mise en scène, parce que c'est elle qui porte toutes les subtilités de son approche. Et c'est pour ça que ça en fait à la fois un film essentiel dans la filmographie de Del Toro et un film loin d'être crétin. Pour étayer tout ça, revenons à la base de la base. Vous n'avez pas les bases. Pacific Rim raconte comment, dans le futur, des monstres géants sobrement nommés les kaiju émergent d'une brèche extraterrestre dans l'océan Pacifique. En signe de riposte, l'humanité a décidé de créer des robots, surnommés Jaeger, pour leur poutrer la margoulette. Problème, les robots sont tellement gros qu'il leur faut 2 pilotes, connectés en simultané par un pont neuronal appelé la dérive.
Au début du film, l'arrogance des humains victorieux est mise à mal, et notre héros du jour, Raleigh Beckett, perd son frère lors d'un combat où le Jaeger Gypsy Danger est méchamment endommagé. Des années plus tard, il rejoint la résistance menée par le marshal Pentecost qui veut tenter une ultime attaque sur la brèche à coups de bombes nucléaires avec les derniers Jaegers éparpillés à travers le monde. Riley est amené à retrouver Gypsy Danger et va devoir le piloter avec une nouvelle partenaire, Mako Mori. Malgré la quantité de concepts à introduire, c'est pas si compliqué de pitcher Pacific Rim, et c'est sans doute dû à la limpidité avec laquelle Del Toro démarre son récit. Plutôt que de construire un suspense relou sur l'apparition de la menace et sur l'origin story de ses héros, il balance les éléments de son glossaire en 3 minutes top chrono, avant de nous faire comprendre le fonctionnement des Jaegers par du pur feeling. C'est d'ailleurs ce que Del Toro surnomme texturer le monde, en faisant fourmiller chaque plan de détails. Il nous montre une fois la mise en marche minutieuse d'un Jaeger, pour ne plus avoir à le faire après. En bref, il fait confiance à l'intelligence du public et à sa capacité à s'immerger dans une œuvre sans qu'on le prenne par la main. C'est même le paradoxe amusant de Pacific Rim. C'est un film libérateur parce qu'en retrouvant quelque chose de sincèrement enfantin, il est finalement bien moins infantilisant qu'une majeure partie de la concurrence. Cette première réussite est, à mes yeux, fondamentale. Parce que comme je le disais en intro, Pacific Rim a été important dans mon parcours cinéphile. En 2013, j'étais au lycée et je commençais à vraiment me passionner pour le cinéma. Et même si je commençais à expérimenter de nouvelles cinématographies, le blockbuster américain restait un cocon rassurant. Et on était alors en pleine mutation du genre avec le succès d'Avengers, à savoir plus ricanante, méta et donc distante. La réaction physique que j'ai ressentie lors de mon premier visionnage de Pacific Rim dépassait la simple question du fun, même si c'est sûr que ce genre d'image joue. J'avais bien senti que le film appelait à un pur lâcher-prise de ma part, et que c'était possible parce que lui ne laissait rien au hasard. Pour Del Toro, ce sens du détail passe notamment par son emploi signifiant des couleurs, qui en disent souvent bien plus sur un personnage que les dialogues. Dans Pacific Rim, il y a deux couleurs importantes qui s'affrontent. Le bleu, c'est la couleur des kaiju, qui représente non seulement leur sang, mais aussi leur impact traumatique sur les personnages. C'est pour cette raison que Mako, qui a perdu toute sa famille lors d'une attaque, porte désormais des mèches bleues. À ça, Del Toro y oppose le rouge comme signe de vie pour refléter le cœur humain de manière anatomique et métaphorique. Sans parler du fait que le cœur nucléaire de Gypsy Danger est lui aussi rouge-orangé. Le rouge, c'est l'humanité. Sa capacité à se rassembler, à se relever des traumas qui ont laissé des traces. Si Raleigh garde des cicatrices de l'affrontement qui a tué son frère, Mako raccorde ses souvenirs à une chaussure rouge qu'elle portait lors de la mort de ses parents. Symbole magnifique. Mais surtout, l'une des scènes majeures du film tourne autour du rouge. Raleigh cherche son copilote au travers d'une session de combat avant que l'affrontement avec Mako ne fasse figure de valse magnifiant leur osmose. Et au-delà du contour de l'arène, les bâtons utilisés par les personnages pour se battre sont encore une fois rouges, pour symboliser le début de leur connexion physique et mentale. Je pourrais m'amuser sur une vidéo entière à m'attarder sur ces exemples, mais le plus important, c'est la manière dont Del Toro et son génial directeur de la photo Guillermo Navarro travaillent ces couleurs dans des systèmes de lumière dynamique. Pacific Rim n'a pas juste une photo magnifique, où chaque plan conduit avec soin le regard du spectateur. Tout est fait pour rappeler la place des corps dans l'espace, qu'ils fassent 1m80 ou 75 mètres. Prenons l'exemple concret de la fight contre Laserback. Comme la séquence se déroule de nuit, les hélicoptères éclairent d'un faisceau les deux combattants. Ils sont rarement en entier dans la lumière, ce qui renforce le contraste et leur immensité. Del Toro dit d'ailleurs dans le commentaire audio que c'était pour évoquer les spotlights d'un combat de catch. Mais en parallèle, vous avez la lumière des docks, qui s'avère beaucoup plus chaude et orangée. C'est simple en apparence, mais ça sépare sobrement la lumière du sol et celle qui vient du ciel. Comme ça, on se rend toujours compte de la place des Jaegers et des kaiju, qui sont tellement massifs qu'ils percent l'horizon. Et ça, c'est le plus important. Pacific Rim pense constamment au rapport d'échelle. Del Toro en a fait sa priorité et chaque plan avec un Jaeger ou un kaiju est façonné pour qu'il y ait un référent. C'est pour ça qu'on ne perd jamais le sens du merveilleux dans Pacific Rim. Tout est à hauteur d'humain. Soit tout ce que ne parvient pas à faire la plupart des films du Monsterverse, alors que ça devrait être toute leur note d'intention. Là, les plans majestueux, souvent en contre-plongée, se raccordent au cockpit des Jaegers. Et même quand la caméra remonte vers le torse des robots, elle garde quelque chose de vertigineux, avec des éléments au premier plan ou à l'arrière-plan, pour qu'on saisisse l'ampleur de ce qu'on regarde. Del Toro disait lui-même que les voitures devaient être considérées comme des cailloux. Et régulièrement, la caméra raccorde par ces éléments du quotidien l'infiniment petit et l'infiniment grand, que ce soit en rappelant la place du corps de Raleigh à la fin de l'introduction, ou encore ce plan qui reste l'un de mes préférés du film.
Tout ça est une question d'équilibre, où la caméra reste finalement assez ancrée dans le réel, alors que sa grande part d'effets numériques pourrait l'amener à faire des loopings, à traverser la matière ou que sais-je. D'ailleurs, faut qu'on en parle de ça, parce que si vous avez l'habitude de m'entendre râler sur les VFX, Pacific Rim est pour moi l'un des plus beaux films numériques au monde. Ça mixe à la perfection un maximum d'effets sur plateau avec les effets numériques, et la photographie contrastée que j'évoquais plus tôt unit les deux mondes avec beaucoup de naturel. D'autant que Del Toro a tourné avec la Red Epic, une caméra numérique connue pour son rendu très précis des couleurs. Ce qui fait que dans les moments où Pacific Rim est entièrement en CGI, le film rend encore super bien. Bon, faut dire que Del Toro sait être très précis dans ses requêtes et qu'il a collaboré pour l'occasion avec ILM et surtout John Knoll, le monsieur à qui on doit Photoshop et plein d'effets révolutionnaires comme ceux de la prélogie Star Wars ou de Pirates des Caraïbes. Non seulement les textures des éléments numériques regorgent de petits détails, mais le film ne lésine pas sur les effets autour, que ce soit les particules sous l'eau, la pluie, la fumée ou encore les débris. Ça donne du liant à l'ensemble, ça cache les potentielles imperfections et ça évite de réduire les parties en CGI à des sessions de jeux vidéo décorrélées du reste. D'ailleurs, je vous le dis, mais dans le domaine des Blu-ray 4K, il y a peu de disques qui me servent autant de bande démo que celui de Pacific Rim. Et vous remarquerez d'ailleurs la beauté de ce steelbook façon blueprint que j'adore. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur notre partenaire du jour, sonvideo.com. Sonvideo.com, vous commencez à connaître sur cette chaîne, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France, sur leur site internet, ou même sur leur chaîne YouTube, où ils parlent de matos et même d'édition vidéo. Puisqu'on parle de Pacific Rim et de belles couleurs, je leur ai demandé de me conseiller 2 télé 4K avec 2 budgets différents. La première, c'est la Hisense 55 E7 KQ Pro, désolé pour le nom à rallonge, qui avec sa taille de 55 pouces, possède un super rapport qualité-prix pour un peu plus de 500 €. L'intérêt, c'est que vos programmes 4K peuvent profiter du fameux HDR, le High Dynamic Range, qui augmente les contrastes et la luminosité. Et non seulement vous avez le HDR10+, mais vous avez aussi l'équivalent de Dolby, le Dolby Vision, qui est justement présent sur de plus en plus de Blu-ray 4K. Mais si vous voulez plus vider votre portefeuille, j'ai pour vous la Philips 55 OLED 908. C'est plus cher parce que c'est une télé OLED qui est à l'heure actuelle la techno la plus précise pour le rendu des images. C'est une dalle avec plein de diodes, ce qui fait que chaque pixel génère ou pas sa propre lumière. Là aussi, vous avez du HDR10+ et du Dolby Vision et plein d'autres technologies implémentées. Mais surtout, vous avez l'Ambilight, des LED derrière la télé qui projettent de la lumière sur le mur adaptée aux images que vous regardez. Ça étend le champ de vision et ça diffuse un peu les couleurs en dehors de l'image pour plus d'immersion. Si ça vous intéresse, les liens de ces 2 télés sont en description et n'hésitez pas à aller jeter un œil au reste du catalogue de sonvideo.com. Pour en revenir à ce que je disais sur l'approche esthétique de Pacific Rim, j'ai l'impression d'une profonde harmonie des éléments, comme si les contrastes d'échelle, les effets météo, le numérique et le tangible ne cessaient de se rassembler, de connecter les dimensions entre elles. Et en fait, je crois que c'est ça que j'aime autant dans la démarche de Guillermo del Toro. Derrière son apparente simplicité, Pacific Rim est un film à couches, dont le concept même de petits humains dans des gros robots évoque des poupées gigognes. Beaucoup ont déjà dit à quel point notre geek adoré aime la pop culture dans son sens noble, dans sa manière de mélanger tout ce qui l'inspire. Et dans le cas de Pacific Rim, ça passe par des toiles de Goya, des estampes d'Okuzai, Métal Hurlant ou même le jeu vidéo Portal. Well done. Here come the test results. You are a horrible person. Et oui, puisque la doubleuse Helen McLean, qui prêtait sa voix à la diabolique GLaDOS, incarne ici l'IA qui accompagne les Jaeger. Altitude actuation, off balance. 50,000 feet to ground contact. Ce que fait Del Toro, c'est casser des barrières entre ce qui serait supposément noble ou pas, soit l'inverse des politicards du film qui construisent des murs en espérant en vain qu'ils retiennent les kaiju. Et c'est le mouvement instigé par le film en lui-même. Au-delà de la brèche, tout est portail, ou monde à pénétrer, ou psyché à sonder, ou même cadavre de kaiju à visiter pourrait révéler la présence d'un bébé. En gros, si Pacific Rim incite au lâcher-prise du spectateur pour le pur plaisir du divertissement épique, ce n'est pas pour le décérébrer, mais au contraire pour éveiller un imaginaire collectif et même quelque chose de plus psychanalytique. Dans son emploi du fantastique, Del Toro a toujours aimé faire appel à certains préceptes de la psychanalyse pour mieux analyser la valeur symbolique des mythes qu'il met en scène. C'est assez évident dans le Labyrinthe de Pan, mais ça n'a jamais été aussi explicite qu'avec Nightmare Alley, qui possède justement un personnage de psychanalyste joué par Cate Blanchett. Quand on y regarde de près, Nightmare Alley va presque à l'encontre de l'amour habituel de Del Toro pour les monstres en tant que parias incompris sur lesquels il porte un œil empathique. Nightmare Alley, c'est un film sur des hommes,
Des hommes qui sont, pour le coup, de véritables monstres. Tout le début dans le cirque joue de cet effet. Le spectacle bizarre qu'offre les forains, c'est celui de la déshumanisation. Avec pour exemple le plus flagrant celui qu'on surnomme le geek, fou désespéré qui accepte de jouer les sauvages en arrachant des têtes de poulet. Dans Pacific Rim, Del Toro tente autre chose. S'il donne des petits noms à ses Jaeger et à ses kaiju, cœur sur Otashi et Onibaba, mes préférés, c'est parce qu'il les aime de manière égale. Peut-être parce qu'au fond, le film ne cherche que la liaison entre les humains et les monstres, comme le formule d'ailleurs Raleigh dans les premières minutes du film. To fight monsters, we created monsters of our own. En bon cinéphile qu'il est, Del Toro n'oublie pas d'où viennent les kaiju, et plus précisément le roi des monstres Godzilla, du traumatisme encore vivace du Japon envers la bombe nucléaire, suite à Hiroshima et Nagasaki. Dans le film originel de 1954, Godzilla représente cette force destructrice qui a été réveillée. La première victime du roi des monstres, c'est un bateau, en référence au Lucky Dragon, un bateau de pêche contaminé par des retombées radioactives lors d'un essai nucléaire américain. Et c'est aussi pour ça que vous voyez un petit bateau de pêche lors de la première attaque de kaiju dans Pacific Rim. Del Toro revient aux origines du kaiju en tant que manifestation d'un traumatisme, à tel point que le film amène ces deux personnages de scientifiques à se connecter directement au cerveau d'un monstre pour comprendre leur motivation. Les kaiju portent en eux une humanité symbolique, parce qu'ils ramènent à la surface le refoulé des personnages. C'est aussi pour ça qu'après nous avoir bien amusés avec les premières scènes d'action, le film opte pour un flashback ultra efficace sur le passé de Mako. C'est la meilleure scène du film parce qu'elle nous reconnecte à notre peur des monstres via le regard d'une enfant. Et la séquence reste pour moi tétanisante. Si je voulais aller plus loin, on pourrait même convoquer un psychanalyste auquel Del Toro se réfère souvent dans ses œuvres, à savoir Jacques Lacan. Loin de moi l'envie d'être exhaustif sur la pensée du monsieur, mais il me semble intéressant sur sa fameuse trinité. Le réel, le symbolique et l'imaginaire. Pour Lacan, le réel c'est du vide, l'indicible qui dépasse notre compréhension. En bref, c'est inaccessible, mais on compense ce vide par la réalité, c'est-à-dire notre représentation du réel. Autant dire que pour un cinéaste fan d'univers merveilleux, on peut comprendre l'attrait de cette pensée. Mais du coup, pour façonner cette réalité, il faut du symbolique, c'est-à-dire le champ du langage, ce qu'on représente par du signifiant. Par exemple, le mot « pomme » est un signifiant pour désigner le fruit « pomme », qui lui est insignifié. Et quand vous combinez un signifiant et un signifié, ça vous donne du sens, autrement dit, l'imaginaire. Sauf que la subtilité, c'est que le signifiant n'a pas forcément le même signifié pour tout le monde. Si je vous demande de penser à une fleur, il est fort probable qu'on ne pense pas à la même, ni au même état de cette fleur. Est-ce qu'elle est dans la nature, cueillie, fanée? Ça peut être presque unique pour tout le monde. Et ça, c'est fondamental pour comprendre Pacific Rim, et plus généralement le cinéma de Guillermo del Toro. Derrière ces personnages qui affrontent leurs propres démons en replongeant dans leurs souvenirs et ceux des autres, il y a la nécessité de grandir, en sachant interpréter les symboles qui accompagnent notre culture et notre inconscient. Mais surtout, Del Toro nous dit, avec autant de tendresse que de sincérité, ce que représentent pour lui ces monstres géants et ces robots, un rapport à la viscéralité de nos expériences enfantines, telles que lui l'a ressenti dans sa jeunesse. Alors merci Guillermo pour ce joli cadeau, parce que clairement cette viscéralité, tu me l'as transmise. Le but de Pacific Rim n'est pas d'être un musée nostalgique en hommage au Kaiju Ega, mais sa renaissance, avec sa vision propre, ses propres signifiants et ses propres signifiés. Pour reciter le commentaire audio de Del Toro sur le film, il y évoque certaines des réactions de ses camarades artistes, et notamment celle de l'auteur William Gibson, qui a parfaitement résumé la proposition du long métrage. Pour aimer ce film, il faut l'aimer par ses propres modalités, et je suis totalement d'accord. Et ça me permet de mieux comprendre pourquoi certains rejettent Pacific Rim. C'est pas un film aimable, mais pour peu que vous acceptiez sa vision du monde et du blockbuster hollywoodien, il se révèle à vous dans toute sa richesse créative. Parce qu'en vous parlant de ça, le film m'impressionne d'autant plus, parce que ses couches ne lui font jamais perdre sa fluidité ahurissante. Tout est limpide, tout le temps, y compris dans son world building qui se fait toujours de manière organique. Tiens, prenez cet exemple que j'adore. Le scientifique Newt est allé chercher des infos auprès du trafiquant de kaiju Hannibal Chow. Et pendant qu'il papote, Del Toro nous fait 2 plans sur Hong Kong pour nous montrer une carcasse de kaiju transformée en lieu de culte. Et c'est juste un élément de décor avant de raccorder sur les 2 personnages. Ça dit tellement de choses sans avoir besoin d'édicter quoi que ce soit. C'est juste parfait. D'ailleurs, parlons d'Hannibal Chow, incarné par ce cher Ron Perlman, parce que je me suis jamais remis de l'insert qui le révèle au spectateur. Pacific Rim, c'est ça aussi, la métonymie, la partie pour le tout, et pas seulement pour représenter la grandeur de ces titans. Là, on comprend tout du côté bling-bling du personnage, tout en offrant un côté comique savoureux au rythme du film. Et c'est pour ça que j'ai toujours autant de plaisir à le revoir.
parce que ces pièces de puzzle se dévoilent toujours plus à chaque fois. Alors certes, depuis tout à l'heure, je me plais tellement dans les interstices du film que j'en oublie l'essentiel. Oui, Idris Elba pète la classe et n'a jamais été aussi charismatique à l'écran. Today we are canceling the apocalypse! Oui, la musique de Ramin Djawadi est ultra badass. Oui, rien n'équivaudra à mon cri de surprise lorsque Otachi révèle ses ailes et emporte Gypsy Danger dans la putain de stratosphère. Et oui, le moment où l'épée de Gypsy coupe en deux Raiju est sans doute l'une des meilleures transpositions en live de l'énergie d'un animé. Mais au final, je retiens surtout de Pacific Rim son mantra, son envie d'être complexe comme une toile de maître à tous les niveaux de sa fabrication pour que notre plaisir et nos émotions soient-elles des plus simples. Ça, c'est le cinéma. Et comme Raleigh et Mako à la fin du film, au bout d'un moment, on n'a plus besoin des mots. Notre réalité toute lacanienne, avec ses suites de symboles, nous suffit et réveille une véritable viscéralité. Merci, Guillermo. En tout cas, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait plaisir de pouvoir partir aussi loin sur Pacific Rim. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter sur cet incroyable film et son incroyable réalisateur. Par contre, on ne parle pas de Pacific Rim Uprising parce que ça n'existe pas. Avant de vous quitter, je vous rappelle juste qu'Écran Large est un site indépendant et pour continuer à faire ce genre de longue analyse, on a besoin de votre soutien. Ça passe par un abonnement qu'on propose sur le site et qui vous offre contre quelques euros par mois des dossiers exclusifs. Le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!